Bon, ça va? C'est bien comme ça? Vous allez avoir froid? Non? Merci d'être venus si nombreux. Petit succès, je ne pensais pas qu'il y aurait grand monde. Merci en tout cas d'être venus à cette soirée spéciale à Raymond. Dans le choix des sketchs, j'ai volontairement choisi des sketchs particulièrement connus de Raymond DeVos et aussi des inédits. Je suis sûre qu'il y en a plein que vous ne connaissez pas, notamment des sketchs qu'il a écrits, qui sont des sketchs collectifs, qui devaient probablement, on pensait peut-être jouer avec des guests ou pour des exceptionnels dans le cours de ces spectacles, pour avoir des invités qui joueraient ces sketchs. Donc il y a un certain nombre d'inédits et que je vous laisse découvrir. Et puis Raymond n'est pas venu tout seul, il est accompagné ce soir par les frères Jacques. Merci de les accueillir. L'assistance était convulsée, la table soudain a remué, et l'esprit frappeur m'a frappé. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, qu'est-ce que c'est? Ce n'est que le petit bout de la queue du chat qui vous électrise. Ce n'est que le petit bout de la queue du chat qui a fait ce bruit-là. Non, l'esprit n'est pas encore là. Unissons nos fluides et recommençons nos ébats. Que le chat gâcha. Puis un souffle étrange a passé. Une ombre au mur s'est profilée. L'assistance s'est mise à trembler. Mais le médium a déclaré. Mais non, voyons! Allons! Ce n'est que le petit bout de la queue du chat qui vous électrise. Ce n'est que le petit bout de la queue du chat qui passait par là. Non, l'esprit n'est pas encore là. Unissons nos fluides et recommençons nos ébats. Que le chat gâcha. Alors on se remit et puis on a attendu l'esprit. Quand une dame poussa un cri en disant Je le sens! C'est lui! Mais non, voyons, mais non! Alors, qu'est-ce que c'est? ce n'est que le petit bout de la queue du chat qui vous électrise. Ce n'est que le petit bout de la queue du chat. Que pensiez-vous là? L'esprit ne vous aurait pas fait ça. Vous n'avez pas de fluide. Le médium alors je chacha et chassa le chat. Me voilà! Quelle drôle de surprise! Car l'esprit s'était caché là! Dans la queue du chat. Je vous signale tout de suite, mesdames et messieurs, que je parle pour ne rien dire. Oh, je sais. Vous pensez que si elle n'a rien à dire, elle fait mieux que se taire. Voilà, c'est trop facile. Mais c'est trop facile! Vous voudriez que je fasse comme tous ceux qui n'ont rien à dire et qui le gardent pour eux. Eh bien non, mesdames et messieurs. Moi, quand je n'ai rien à dire, je veux qu'on le sache. Je veux faire en profiter les autres. Et si vous-même, vous n'avez rien à dire, eh bien on en parle, on en discute. Je ne suis pas ennemie du colloque. Mais, me diriez-vous, si on parle qu'on n'a rien à dire, de quoi allons-nous parler? Eh bien de rien, car rien ce n'est pas rien. La preuve c'est qu'on peut le soustraire. Rien moins rien égale moins que rien. Alors si on peut trouver moins que rien, c'est que rien vaut déjà quelque chose. On peut acheter quelque chose en le multipliant. Une
fois rien, rien. 2 fois rien, ce n'est pas beaucoup. Mais 3 fois rien. Pour 3 fois rien, on peut acheter quelque chose. Et pour pas cher. Et maintenant, si vous multipliez 3 fois rien par 3 fois rien, rien multiplié par rien, ça fait rien. 3 multiplié par 3, ça fait 9. Ça fait, il y a 9. Bon, allez, parlons d'autre chose. Parlons de la situation. Tenez, parlons de la situation sans préciser laquelle. Si vous le permettez, je vais vous faire brièvement l'historique de la situation, quelle qu'elle soit. Il y a quelques mois, souvenez-vous, la situation, pour n'être pas pire que celle d'aujourd'hui, n'en était pas meilleure non plus. Déjà, nous allions vers la catastrophe. Et nous le savions, nous en étions conscients. Car il ne faudrait pas croire que les responsables d'hier étaient plus ignorants de la situation que ne sont ceux d'aujourd'hui. D'ailleurs, ce sont les mêmes. Oui, la catastrophe, nous le pensions, était pour demain. C'est-à-dire qu'en fait, elle devait être pour aujourd'hui. Si mes calculs sont justes. Or, que voyons-nous aujourd'hui? Qu'elle est toujours pour demain. Alors, je vous pose la question, mesdames et messieurs, est-ce en remettant toujours au lendemain la catastrophe que nous pourrions faire le jour même que nous l'éviterons? D'ailleurs, je vous signale entre parenthèses que si le gouvernement actuel n'est pas capable d'assurer la catastrophe, il est fort possible que l'opposition s'en empare. Excusez-moi, je suis un peu essoufflé. Je viens de traverser une ville où tout le monde courait. Je peux pas vous dire laquelle, je l'ai traversée en courant. Lorsque j'y suis entré, je marchais normalement, mais quand j'ai vu que tout le monde courait, je me suis mis à courir. Comme tout le monde. Sans raison. À un moment, je courais au coude à coude avec un monsieur. Je lui dis, dites-moi, pourquoi tous ces gens-là courent-ils comme des fous? Parce qu'ils le sont. C'est dans une ville de fous aussi. Vous n'êtes pas fous, hein? Ah si, des bruits ont couru. Les bruits courent toujours. Et qu'est-ce qui fait courir tous ces fous? Tout. Il y en a qui courent au plus pressé, d'autres qui courent après les honneurs. Celui-ci, pour la gloire. Celui-là, court à sa perte. Mais pourquoi court-ils si vite? Pour gagner du temps. Pour plus d'argent. Et plus j'en gagne. Et où court-ils? À la banque. Le temps d'y déposer de l'argent sur leur compte courant et le repart toujours courant. Et le reste du temps? Ils courent faire leur course au marché. Pourquoi font-ils leur course en courant? Je vous l'ai dit parce qu'ils sont fous. Ils peuvent aussi bien faire leur marché en marchant.
tout en restant fou. Enfin, vous ne le connaissez pas. D'abord, le fou n'aime pas la marche. Pourquoi? Parce qu'il la rate. Quand je vois un qui marche, oui, c'est un protestataire. Il en avait marre de toujours tourner comme un fou. Alors, il a organisé une marche de protestation. Il n'a pas l'air d'être suivi. Si, mais comme tous ceux qui le suivent courent, il est dépassé. Et vous, peut-on savoir ce que vous faites dans cette ville? Oui, moi j'expédie les affaires courantes. Parce que même ici, les affaires ne marchent pas. Et où courez-vous là? Moi, je cours à la banque. Pour y déposer votre argent. Non, pour le retirer, je ne suis pas fou. Mais si vous n'êtes pas fou, pourquoi restez-vous dans une ville où tout le monde l'est? Parce que j'y gagne un argent fou. C'est moi le banquier. Il n'y a que Louis XIV qui pouvait s'habiller en public. Vous savez qu'au XVIIe siècle, le public était admis à ce qu'on a appelé le petit lever du roi. J'ai lu ça dans les mémoires de Saint-Simon. Oh, Saint-Simon avait une mémoire prodigieuse. Que dis-je, une mémoire? Mais il en avait plusieurs. Il avait une mémoire d'un volume. Que dis-je? Un volume. Mais il en a écrit plusieurs. Il dit que c'est parce que les finances du royaume étaient mauvaises que Louis XIV eut l'idée, pour se faire un petit peu d'argent de poche, de donner en public le lever du roi. Oh, c'était pas cher l'entrée. Il fallait donner un louis d'or. Enfin, un louis d'avant la guerre 14. Enfin, avant la guerre de Louis XIV. Les gens entraient dans la chambre, le roi dormait. Mais il y avait monsieur. Monsieur qui était le frère du roi et aussi son impresario. Monsieur arrivait. Bonjour, bonjour! Parce qu'il était un petit peu comme ça, n'est-ce pas? Comme Saint-Simon, qui avait la mémoire des gestes. Monsieur frappait dans ses mains. Louis, c'est l'heure. Mais le roi, lui, il dormait comme une petite reine. Alors, le public s'impatientait. Commencez, commencez, commencez. Alors, monsieur s'avançait. Noble seigneur et un paysan, eh bien, commencez par vous taire, hein. On n'est pas au palais royal ici. Il frappait 3 coups sur la tête du roi, et le roi, qui avait un sens prodigieux du théâtre, au 3e coup, ouvrait un œil, et il disait: il y a du monde. Et monsieur répondait: oh sire, oh, c'est bourré. Alors le roi: habilleuse. Et monsieur: oh bien sûr, je suis là. Le roi s'habillait en cadence.
mémoire des lieux. Le roi avait plusieurs maîtresses sur les bras. C'est dire qu'il avait besoin d'écus. On appelait ça comme ça à l'époque. Enfin. Donc il a décidé de donner une levée supplémentaire. Et lorsque Saint-Simon est arrivé à Versailles, par la poste, la première levée était déjà faite. Alors il a mis une lettre dans la boîte pour dire qu'il assisterait à la seconde levée. Ce jour-là, il n'y avait pas beaucoup de monde. Monsieur est arrivé. Bonjour, bonjour! Comme dit Saint-Simon, qui avait la mémoire radicteuse. Il a frappé dans ses mains. Louis, grand paresseux! Le roi a ouvert un œil et il a dit: il y a du monde? Et monsieur: oh ben sire, c'est pas bourré, hein? Alors le roi: eh bien, je ne me lève pas, je fais la grasse matinée. Et monsieur: bon ben ça fait rien alors, je vais faire une annonce. Monsieur s'est avancé. Tas de paysans, tas de pelés, tas de tondus. Ben le roi, il ne peut pas se lever, il a la goutte. Alors, les gens ont commencé à crier: remboursez, remboursez, remboursez! Et monsieur: oh ben ça jamais, hein! Puisque le roi est malade, eh ben vous avez qu'à vous faire rembourser par les assurances sociales. Alors, les gens ont commencé à casser les fauteuils, et quand Louis XIV a pris un fauteuil Louis XIII dans les reins, il s'est habillé en moins de deux et il est sorti par la petite porte. Mais un jour est arrivé ce qui devait arriver. Le roi n'est pas rentré. Il avait fait la tournée des Grands-Ducs avec la Montespan, comme dit Saint-Simon, qui avait la mémoire en trou de serrure. Le roi est entré dans sa chambre complètement beurré. Il marchait à la Louis XV, ce qui était très audacieux pour l'époque. La perruque à la Beatles. Salut les copains! Il a ouvert un œil, c'est-à-dire qu'il a fermé l'autre. Et monsieur s'est dit: oh, cette fois, il est beurré. Il est complètement beurré. Que faire? Impossible de faire lever le roi, puisqu'il ne s'était pas couché. Alors, c'est là que monsieur a montré qu'il était un homme, si je puis dire. Et il a crié: striptease! Et alors, le roi s'est déshabillé avec une volupté, avec une franchise, montrant les dessous de sa politique, et après avoir montré qu'il n'avait aucun préjugé ridicule, il est tombé dans les bras de l'enfant. Et à partir de ce jour-là, il ne s'est plus montré qu'au coucher du soleil, dans un déshabillé somptueux, frivole et fort coûteux, comme dit Saint-Simon, qui avait lu les mémoires du ministre des Finances. C'est drôle. J'ai eu l'impression qu'il y avait quelqu'un derrière moi. Ça m'arrive souvent quand je suis tout seul. D'un coup, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un derrière moi. Je me retourne. Il n'y a jamais personne. Ça arrive à d'autres aussi.
Je sais plus qui me disait qu'il connaissait un monsieur qui, lorsqu'il était tout seul, avait toujours l'impression qu'il y avait quelqu'un derrière lui. Alors il se retournait tout le temps, puis il n'y avait jamais personne. Et il ajoutait, il doit être détraqué. Je lui dis, détraqué c'est vite dit. D'abord, comment savez-vous qu'il n'y avait personne derrière lui, puisqu'il était tout seul? Il me dit, parce que j'étais là. Je lui dis, donc, il y avait quelqu'un. Il me dit, il ne pouvait pas me voir, j'étais derrière. Je lui dis, oui, mais ça justifiait son impression. Et à part vous, derrière lui, il n'y avait personne. Il me dit, non, j'étais tout seul. Je lui dis, oui, mais qu'est-ce qui me prouve que ce n'est pas vous qui avez eu l'impression qu'il y avait quelqu'un devant? Ça justifierait tout. Vous avez eu l'impression qu'il y avait quelqu'un devant, lequel forcément vous avez l'impression qu'il y avait quelqu'un derrière, parce que vous y étiez. Il avait du mal à me suivre. Il me dit, d'abord, s'il y avait quelqu'un devant, je l'aurais vu. Je lui dis, c'est justement quand il n'y a personne devant qu'on n'a pas. Je me suis plus du tout là. Pourtant, j'avais toujours l'impression qu'il était derrière. À un moment, je me retourne. Puis il n'y avait personne. Ça justifie ce que je viens de vous dire, vous me suivez là, hein? Alors écoutez bien. Si jamais il vous arrive comme à moi en ce moment, d'avoir l'impression qu'il y a quelqu'un derrière vous, vous retournez pas. Parlez-lui. Je sais que vous êtes derrière, vous savez. Vous pouvez rester. Ça me dérange pas. Qu'est-ce que vous y faites? Qu'est-ce qu'il fait? Il fait des grimaces. C'est ce qu'ils font tous quand ils sont derrière vous. Ils font des singeries, les primitifs. Si vous permettez, je voudrais vérifier quelque chose. Parce que là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un derrière moi. Je me demande si je me retournais, est-ce que j'aurais toujours l'impression qu'il y a quelqu'un derrière? Oh, c'est drôle. J'ai toujours l'impression qu'il y a quelqu'un derrière. Alors, que s'est-il passé? Eh bien voilà, monsieur l'agent. J'étais tranquillement en train de sortir du bistrot qui est en face, quand soudain je vois passer une bagnole à toute bébure. Une Mercedes 220 SE à injection directe. Ça bombe terrible. Là-dessus, il y a un corbeau de clébard qui traverse la rue la gueule enfarinée. Ah, dis donc. Et pourtant, le mec, il a freiné à mort. Et là-dessus, il y a des pneus hydrauliques. Ça bloque terrible. Mais comme il y avait du verglas, la bagnole a ripé. Le mec a braqué tout ce qu'il a pu. Et pourtant, ça braque terrible, cette bagnole-là. C'est une direction DB-ABI avec rattrapage automatique. Mais quand ça patine, ça patine. Le mec, il s'est retourné cul par-dessus tête. Vous voulez dire qu'il a fait un tête-à-queue? Ah, si vous voulez, c'est pareil. La Mercedes a accroché l'arrière du clébard et elle est allée s'abachir sur une 4 chevaux modèle courant. Elle a changé d'expression, c'est moi qui vous le dis. Eh ben, la 4 chevaux, tiens. Vous m'avez l'air d'en avoir changé d'expression. Ah non, moi je dis, j'ai rien changé. Bon, alors, selon vous, qui était dans son tort? Ben, d'après moi, c'est le Kleps. Bon, au suivant. Racontez. Madame Élise Dubois nous trouvait les fagots. Oh, ce n'est pas difficile. La voiture devait rouler très vite. Hein, parce que les gens maintenant, ils roulent comme des fous. Les jeunes surtout, ils ne respectent rien. Hein. Dans mon quartier, il y a toute une bande de jeunes. Après 10 heures du soir, ils font un pétard de tous les diables. Et personne ne dit rien. Hein. Enfin... Au fait, madame, au fait. Bon, alors, le conducteur, il a dû voir un chien traverser tout seul, hein, parce que maintenant les chiens, ils se promènent comme ils veulent. Dans mon quartier, il y en a 5 ou 6.
Eh ben, le soir, ils sont tout seuls et ils se baladent aussi. Hein? Non, mais personne ne dit rien, hein? Les faits, madame, les faits. Bon. Quand le conducteur est arrivé au carrefour, il a dû voir le chien traverser tout seul. La voiture a dérapé, hein? Parce que ça fait 3 jours qu'il y a du verglas. 3 jours. Hein? Vous ne croyez pas que les pouvoirs publics pourraient s'en occuper un peu? Ils n'auraient pas pu mettre un peu de sable là-dessus? Ou du sel? Non. Mais comme personne ne dit rien, hein? Alors, la voiture est arrivée, elle a dérapé, elle a fait un tête à queue, elle a accroché ce chien-là, et après, elle est allée buter contre ma voiture, parce que c'est ma voiture, monsieur l'agent, qui était garée en stationnement. C'est vous la propriétaire de la cage de chevaux? Ah, c'est exact. Et vous êtes assuré? Naturellement. Mais étant garé du mauvais côté de la route, l'assurance va en profiter pour me chercher noise. Parce que lorsqu'il s'agit de payer, ils se font tirer l'oreille, les assurances. Là, j'en ai au moins pour 100 000 balles de réparation. Vous étiez dans votre véhicule? Non, j'étais là, j'habite au-dessus du café, là. J'étais chez moi, tout d'un coup j'ai entendu boum, et ça m'a réveillée. Parce que vous dormiez? Eh bien oui. Votre témoignage n'est pas valable puisque vous dormiez. Je n'ai pas le droit de dormir. Je n'ai pas le droit d'avoir la digestion difficile. Je ne vois pas pourquoi je m'interdirais ma petite sieste après mon déjeuner. Bon, au suivant. Eh bien voilà, monsieur l'agent. Je me rendais aux courses à Longchamp pour y voir courir une pouliche de 2 ans appartenant au baron Wallenstein lorsque, à la croisée des rues de Rivoli et du Louvre, je vis un chien. Un superbe boxer, à poil ras dru et lustré. La tête en forme de cube, oreilles amputées aux 2 tiers de leur longueur, modérément large et portée droite. La gueule enfoncée, ce qui est tout à fait caractéristique chez les boxers. Il me suffisait de savoir que c'était un chien. Oui. Bref, je vis ce chien quitter le trottoir où je me trouvais et traverser la rue pour se rendre sur celui d'en face. Il avait une allure folle, les membres fortement charpentés, rigoureusement verticaux pour les antérieurs, légèrement convergents pour les postérieurs. Vu de derrière, cela va de soi. Oui, bon, ben d'accord, je sais pas. Bref. Ben oui, bref, je vis ce chien traverser et se rendre. Bref. Madame, je vis ce chien. Je sais. Il traversait la rue. Voilà, j'y suis. Il traversait la rue. C'est pas évident de faire un contrôle. Il traversait la rue lorsque surgit ce que l'on nomme communément une voiture, tirée parce que le progrès a l'outrecuidance d'appeler des chevaux. Mon Dieu! Bref, l'animal, flairant le danger, s'arrêta. Le conducteur prit-il peur? Vit-il trop tard l'animal? Toujours est-il que la voiture, après avoir fait un tête-à-queue magistral, vint heurter le chien, qui, après un bond prodigieux de plusieurs mètres, retomba sur le sol sans prononcer une parole. Me portant au plus vite
les lieux. Ah, je vis que le chien avait le dos court, les reins et la croupe larges et musclés, la tête en forme de cube et la queue amputée à la 4e vertèbre. C'est-à-dire qu'il n'avait rien, juste un peu étourdi. C'est un peu le défaut des boxeurs. Ils sont étourdis. Je vous remercie. C'est tout, monsieur l'agent. Vous ne demandez pas un journal? Je voudrais savoir si ma pouliche a gagné. Voilà. Une voiture immatriculée 9 11 22 à Saint-Maur-des-Fossés dans le Val de Marne, appartenant à monsieur Boxer, né à Mercedes, le 2230 F, est entré en collision avec un autre véhicule, une 4 chevaux, dont une pouliche appartenant à monsieur Boxer et monsieur Moleskine, qui habite au carrefour des rues de Rivoli et du Louvre, au lieu dit où a eu lieu l'accident. Au dire des témoins, monsieur Boxer, qui somnolait tranquillement à la fenêtre de son véhicule, roulait vite. Apercevant, mais trop tard, un chien de race, un superbe boxeur à poil long et à injection directe qui allait faire ses courses à Longchamp. Toujours au dire des témoins, le conducteur changea d'expression, rongea son frein jusqu'à l'os pour éviter le chien. Bref, glissant sur les détails, le conducteur fit un coq à l'âne, écrasant le chien, dont le sang ne fit qu'un tour de la tête à la queue, butant sur la 4 chevaux et écrasant en fin de course une pouliche qui, selon son propriétaire, aurait pu lui rapporter 100 000 balles. Bref, ce n'est pas d'un très bon rapport. On dit parfois que j'extravage, que je délire. Pourtant, il n'y a pas plus raisonnable que moi. Il n'y a pas d'esprit plus cartésien que le mien. Je ne fais que rapporter les faits tels que je les observe. Il y a cependant observer et observer. Tout dépend du sens que l'on donne au mot observer. Exemple, quand on demande aux gens d'observer le silence. Au lieu de l'observer, comme on peut observer une éclipse de lune,
écoute, et tête baissée encore, et risque pas de voir le silence. Parce que les gens redoutent le silence. Ils le redoutent. Alors que dès que le silence se fait, les gens le meublent. Quelqu'un dit, tiens, un ange passe. Alors que l'ange, il ne l'a pas vu passer. S'il avait le courage comme moi d'observer le silence en face, l'ange, il le verrait. Parce que, mesdames et messieurs, quand un ange passe, je le vois. Je suis seul, mais je le vois. Évidemment, je ne dis pas que je vois passer un ange. Parce qu'aussitôt, il y a un doute qui plane. Je vois planer le doute. Évidemment, je ne dis pas que je vois planer un doute. Parce qu'aussitôt, les questions... Comment ça plane un doute? Comme ça? Comment pouvez-vous identifier un doute avec certitude? À son ombre. L'ombre d'un doute, c'est bien connu. Il n'y a pas d'ombre sans doute. Et on sait le nombre de doutes au nombre d'ombres. S'il y a 100 ombres, il y a 100 doutes. Je ne sais pas comment vous convaincre. Je vous donnerai bien ma parole, mais vous allez la mettre en doute. Le doute, c'est de voir planer. Je vais dire, je vois planer un doute. Aussitôt, le silence va se faire. Quelqu'un va dire, tiens, un ange passe, et il faudra tout recommencer. À propos de l'ange, si on me pose des questions insidieuses, votre ange, là, de quel sexe est-il? Alors là, je suis obligé de laisser planer un doute. Parce que je n'en sais rien. D'où vient-il? Il va vers sa chute. Attiré par la lumière des projecteurs, l'ange s'y précipite. Ébloui, l'ange s'y brûle les ailes et l'ange choit. Et un ange qui a chu est déchu. Mesdames et messieurs, je vous demande d'observer une minute de silence en mémoire de tous ces anges. Il n'y a que des doutes qui planent. Les gens disent tous la même chose. Les gens disent tous la même chose. Ils disent tous, lorsqu'il leur arrive quelque chose, ça n'arrive qu'à moi. De temps en temps, il y en a un à qui il n'arrive rien. Il ne dit pas comme tout le monde. Il dit, ça n'arrive qu'aux autres. Parce qu'il a entendu les autres dire, ça n'arrive qu'à moi. Il croit que ça n'arrive qu'à eux, aux autres. Alors que peut-être il n'y a qu'à lui que ça arrive, de penser que ça n'arrive qu'aux autres. Encore que, quand il s'en aperçoit, il dit comme les autres, ça n'arrive qu'à moi. Cela m'est arrivé à moi. Alors, si ça vous arrive, je veux dire, si vous pensez comme moi que ça n'arrive qu'aux autres, posez-leur la question aux autres. Qu'est-ce qui vous arrive? Les autres vous répondront tous, nous ne savons pas ce qui nous arrive, mais ça n'arrive qu'à nous. Par contre, si vous faites partie des autres, posez-vous la question à vous, qu'est-ce qui t'arrive? Et vous verrez que ce qui vous arrive, c'est aussi ce qui arrive aux autres. C'est ce qui arrive à tout le monde. Et vous en conclurez comme moi, par cette petite phrase sibylline, ce qui n'arrive qu'aux autres n'arrive qu'à moi aussi. Et vous vous sentirez solidaire.
particulièrement à cœur. Les fesses? Les fesses? Les fesses? Les fesses? Les fesses? Les fesses, les fesses, les fesses, les fesses. Qu'est-ce que vous racontez là? Les fesses, les fesses, les fesses, les fesses. Êtes-vous donc tombé si bas que ça? Oui! Où ça? Sur les fesses, les fesses, les fesses, les fesses. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis quelques années, tout ce dont on entend parler, c'est... Les fesses, les fesses, les fesses, les fesses. Il y en a des rondes, il y en a des plates, il y en a des molles, il y en a des flasques. Les fesses, les fesses, les fesses, les fesses. Il y en a des grosses, des petites carrées. Il y en a pour s'asseoir, d'autres pour s'amuser. Les fesses, les fesses, les fesses, les fesses. Il y en a des basses, des déprimés, il y en a de la haute société. Les fesses, les fesses, les fesses, les fesses. Il y en a des belles à regarder, il y en a d'autres qui sont à éviter. Mais qu'on les aime pas, si on n'avait pas, on serait pas là. Les fesses, les fesses, les fesses, les fesses. Les fesses, les fesses, les fesses, les fesses. On va plein de choses de régler. Si on leur parle pas de ça au moins une fois par jour, et rien en tirer de ces gaillards-là. Allez, passons à un autre sujet. Les fesses, les fesses, les fesses, les fesses. Bon, vous n'allez tout de même pas recommencer. Non. Vous seriez pas obsédé des fois? Oui. Alors, où est-ce qu'on s'envole? Vers les fesses, les fesses, les fesses, les fesses. Mais il n'y a qu'à ça que vous intéressez. Oui. Mais il n'y a pas autre chose que vous aimez. Non. Mais de quoi pouvons-nous parler? Des fesses, des fesses, des fesses, des fesses. Il y en a des droites, il y en a des larges, il y en a même des qui sont en marre. Les fesses, les fesses, les fesses, les fesses. Il y en a qu'on aime, il y en a qu'on tâte, il y en a qui goûtent toutes les étapes. Les fesses, les fesses, les fesses, les fesses. Il y en a qui aimeraient d'en avoir plus, d'autres qui ne parlent pas, mais c'est tout juste. Les fesses, les fesses, les fesses, les fesses. Il y a pour la ville, il y a pour le sport. D'autres qui passent la douane sans passeport. Mais qu'on les aime, qu'on les aime pas, si on n'avait pas, on serait pas là. Les fesses, les fesses, les fesses, les fesses. Bon, ça va bien 5 minutes, mais non, on est que des fesses. On a assez dit, on a assez vu. Ici, c'était que de moi, on n'en parlait plus. Là, je commence à en avoir plein. Les fesses, les fesses, les fesses, les fesses. Il y en a des mauves, il y en a des roses. Bon, rien qu'à les voir, ça me fait quelque chose. Les fesses, les fesses, les fesses, les fesses. Il y en a des durs, il y en a des molles. Il y en a beaucoup de petites folles. Les fesses, les fesses, les fesses, les fesses. Il y en a vraiment de toutes les sortes. Il y en a qui tombent pour qu'on les porte. Les fesses, les fesses, les fesses, les fesses. Il y a des timides, des effrontés, qui vont garder les données, les considérer, les Moi-même, je me demande si j'ai tout dans le bon sens. Hein. Quelquefois, je me pose la question. Parce qu'il m'arrive des choses que je ne peux pas expliquer. Comment expliquez-vous ça? Exemple. Je rentrais de voyage. Je mets ma voiture au parking qui est juste en face de chez moi. Je sors la valise. Distrait, je garde les clés de la voiture à la main et j'ouvre la porte de ma maison avec les clés de ma voiture. Oh, le temps de réaliser que j'avais fait 30 km. Alors que la route, elle n'était même pas glissante. Bon, je me suis dit, puisqu'en ouvrant la porte de ma maison avec la clé de la voiture, j'ai fait 30 km dans le sens de l'aller, en refermant la porte avec cette même clé, je vais faire 30 km dans le sens du retour. Donc je referme la porte et à double tour. Au lieu de faire 30 km, j'en ai fait 60. Je me suis retrouvée à 30 km de ma voiture, mais de l'autre côté. Bon, je me suis dit, là, je vais donner un simple tour de clé et je vais regagner mon point de départ. La maison qui gâte. Une maison qui venait de faire combien? 90 km au quart de tour. Et comme sur des roulettes, là, eh bien, on ne sait pas pourquoi. Alors, obligé de faire les 30 km à pied pour aller rejoindre ma voiture. Et pour réaliser devant ma voiture que j'avais oublié les clés de la voiture, du coup, sur la porte,
de ma maison. Mais j'ai essayé d'ouvrir la portière de ma voiture avec la clé de ma valise. La voiture qui se fait la malle. Bon. Obligée de refaire les 30 km en sens inverse. Hein. La voiture à la main en la tenant par la poignée comme une valise. Ce n'est pas la peine que je continue. Les gens ne me croient pas. Je le vois bien, hein. Et ils ont raison. Ils ont raison. Mais c'est tellement énorme ce que je raconte là. C'est gros comme une maison. D'ailleurs, ils sont tellement gentils. Ils voudraient me croire, ils me le disent. Mais monsieur, vous n'avez pas quelque chose à nous apporter, un témoin de clé? Il y a un spectateur qui est venu me voir. Il m'a dit, moi, j'ai vu votre maison glisser sur la route. Elle a croisé la mienne, qui glissait en sens inverse. Mais c'est tellement énorme que je ne l'ai pas cru. L'autre jour, j'étais dans ma voiture. Je me fais arrêter par un agent de police. Donnez-moi un papier! À quel titre? Police. Je ne crois pas. Puisque je vous le dis. Prouvez-le. J'ai l'uniforme. Pas justement. Il ne vous voit pas. Ça fait déguiser. Vous n'avez pas bien regardé, non? Si. Et plus je vous regarde, et plus je trouve que vous n'avez pas l'air vrai. Qu'est-ce qui vous choque? Bon, tout le képi les travers, les manches sont trop longues, et votre bâton, il est douteux. Je suis réglementaire. Bon, vous avez vos papiers? Oui. Passez-les-moi. Oui, il y a bien marqué que vous êtes agent de police. Mais qu'est-ce qui me prouve que ces papiers soient les vôtres? C'est ma tête, là. Justement, ne reviens pas. Ce sont mes traits. Vos traits? Pas réguliers. Vous prétendez être un agent de police? Oui. Bon. Eh bien, je vais vous demander quelques renseignements. À votre service. Où se trouve le boulevard Haussmann? Bon, ce n'est pas la peine de regarder dans votre carnet. Vous ne savez pas? Non. C'est grave. C'est très grave. Et la rue de la Chaussée-d'Antin? Ah, ça, j'ai excusé. Et vous ne le savez plus? Non. C'est très grave. Mais oui, c'est pas mon fort. Bon, je vais vous poser quelques questions sur le code de la route. Je suis dans ma voiture, je roule à droite. Une voiture venant de ma gauche me rentre dedans. Que faites-vous? Je fais un constat. Non, monsieur. Mais si. Non, monsieur. Pourquoi? Parce que quand on a besoin de vous, vous n'êtes jamais là. Ah, c'est vrai. Je n'avais pas pensé, mais c'est vrai. Faites attention, c'est grave. C'est très grave. Bon. Une autre question. Je suis dans ma voiture, j'arrive à un carrefour, je brûle un feu rouge. Que faites-vous? Rien. Pourquoi? Parce que je suis pas là. Si, monsieur. Quand on brûle un feu rouge, il y a toujours un agent de police qui est là. Ah, j'y avais pas pensé. C'est vrai. Je suis caché, mais je suis là. Bon, que faites-vous? Je vous demande vos papiers. À quel titre? Police. Je ne crois pas. Puisque je vous le dis. Bah, prouvez-le. Non mais là, je vous avoue, je peux pas. Je voudrais bien, mais je peux pas. Bon, vous allez me suivre au commissariat. Commissariat, mais j'en viens. Eh ben, je venais y retourner. Mais je veux pas retourner au commissariat. Allez, pas d'enfantillage, ne vous ferons pas de mal. Mais vous ne les connaissez pas. Ah, écoutez, vous ne connaissez ni le nom de rue, ni le code de la route. Voilà.
encore fait. Vous pouvez nous faire croire qu'il est un agent de police. C'est exact. Ah, c'est exact. Il n'a pas de physique. Personne n'y croit. Même on n'y croit plus. Actuellement, mon immeuble est sans dessus-dessous. Tous les locataires du dessous voudraient habiter au-dessus. Tout ça parce que le locataire du dessus est allé raconter par en dessous que l'air que l'on respirait à l'étage au-dessus était meilleur que l'air que l'on respirait à l'étage en dessous. Alors, le locataire du dessous a tendance à envier le locataire du dessus et à mépriser celui du dessous. Moi, je suis au-dessus de ça. Si je méprise celui du dessous, ce n'est pas parce qu'il est en dessous, c'est parce qu'il convoite l'appartement du dessus, le mien. Remarquez, moi je lui céderais bien mon appartement à celui du dessous, à condition d'obtenir celui du dessus. Mais ça, je compte pas trop dessus. D'abord parce que j'ai pas de sous, ensuite parce qu'au-dessus de celui du dessus, il n'y a plus d'appartement. Alors, le locataire du dessous, qui monterait au-dessus, obligerait le locataire du dessus à descendre en dessous. Et ça, je sais que le locataire du dessus n'y tient pas. D'autant que, comme la femme du dessous est tombée amoureuse de celui du dessus, celui du dessus n'a aucun intérêt à ce que le mari de la femme du dessous remonte au-dessus. Alors là-dessus, quelqu'un est-il allé raconter à celui du dessous qu'il avait vu sa femme bras dessus, bras dessous, avec celui du dessus? Toujours est-il que celui du dessous l'a su. Et un jour, que la femme du dessous était allée retrouver celui du dessus, comme elle enlevait ses dessous. Et lui, ses dessus, soi-disant qu'il avait trop chaud au-dessus. Ça, je l'ai su parce que dans le dessous, on entend tout ce qui se passe au-dessus. Bref, celui du dessous leur est tombé dessus. Et comme ils étaient tous les dessous, ils se sont tapés dessus. Finalement, c'est celui du dessous qui a eu le dessus. Je sais pas si vous avez compris ce qui vient d'être dit, mais moi j'ai rien compris là. Alors j'ai essayé de comprendre avec ce que j'avais. Donc j'ai pris des cartes qui n'avaient pas de dessous, pas de dessus. Oui, ça peut sembler très bête, mais ça marche vraiment. Alors, j'ai tenté l'expérience, mais très vite je me suis dit que de prendre que des cartes qui n'avaient pas de dessous et pas de dessus, ça ne nous amenait pas à grand chose. Je pense pas que j'ai tort là-dessus. Donc j'ai essayé de leur donner quand même une face. On a essayé avec la première déjà, et ça a marché. Avec la deuxième aussi d'ailleurs. La troisième. Bon, et puis même la quatrième. Enfin, quoique. La quatrième, c'est la plus dure à chaque fois. Parce qu'il ne suffit pas de la poser une fois sur une table, elle reste en dessus-dessous. Non, pour ça, il faut l'acheter. Ça peut paraître idiot, mais ça marche vraiment. Et je me suis retrouvé avec des cartes qui avaient un dessus, un dessous, mais finalement, ça n'avait aucun rapport avec ce qui venait d'être dit. Donc, j'ai toujours rien compris. Merci.
C'est ça pour Israël. Oui. Vous avez votre passeport? Oui, je connais. Alors. Ah! Vous vous prénommez Jacob? Oui. Vous êtes français? Non, je suis juif. Mais, oui. Pourtant, je vois que votre papa est d'origine auvergnate et votre maman d'origine bretonne. C'est exact, mais moi je suis juif. Vous avez des frères et sœurs? Oui, 4. Ils sont juifs eux aussi alors? Non, les 2 aînés sont auvergnats, les 2 autres bretons. Je suis le seul juif. Oh bah ça, permettez-moi de m'étonner. Il n'y a pas à s'étonner, c'est incompréhensible, mais cela est. Donc, vous seriez né juif spontanément, si on peut dire? Spontanément. Et quand est-ce que vous vous en êtes rendu compte? Dès le premier cri. Que vous avez poussé? Non, comme mes parents ont poussé. Quand ça? Quand ils ont vu que j'étais circoncis. Par qui? Par personne. Je suis né circoncis. Vous êtes né circoncis spontanément? Spontanément. Ils ont dû être surpris. Plutôt oui. Mon père a dit Shalom. J'ai pas dit qu'il était auvergnat. Il l'est. Il voulait dire Salam. Et votre maman, que disait-elle? D'où sortit celui-là? Spontanément? Spontanément. En parlant de vous? De moi. Bah, elle le savait bien. Oui, mais elle devait tout de même se poser des questions. De quel ordre? Du genre de si mon 5e fils est juif, le père lui aussi, alors les 4 autres, auvergnats, matinés, bretons, d'où sortent-ils? C'est de la même souche, hein, pourtant. Justement, c'était contradictoire, il y avait de quoi être ébranlé dans ses conceptions. Et ils vous ont prénommé Jacob? Non, c'est moi. Mes parents voulaient que je m'appelle Alphonse, mais moi j'ai refusé. Parce que je m'appelle Jacob, je me suis toujours appelé Jacob. Spontanément. Spontanément. Oh! Mais comment vos parents peuvent-ils expliquer ça? Oh, ne se l'explique pas. Pour eux, c'est de l'hébreu. Vous avez pas tellement de type sémite. Donc, je ne ressemble ni à mes frères, ni à ma sœur, ni même à mes parents d'ailleurs. Parce que Ou un type, ils ont le type. ou un type sémite très accentué, à tel point qu'on les prend pour des Israélites. Forcément, hein, quand on connaît un peu la famille. On ne s'étonne pas que je m'appelle Jacob. Shalom. Il a l'air plus auvergnat que ce qu'il veut bien dire. Oui. Il y a des verbes qui se conjuguent très irrégulièrement. Comme par exemple le verbe ouïr. Au présent, ça fait joie. Joie. Waouh. Si au lieu de dire j'entends, je dis joie, les gens vont penser que ce que je pense est joyeux, alors que ce que je pense peut être particulièrement triste. Non, non, il faudrait préciser, Dieu, que ce que je vois est triste. Joie, tu vois mon chien quand il aboie le soir au fond des bois, il oie. Ouillons-nous? Vous oyez. Ils oient. C'est bête, hein? Loi, oie. Elle oie, loi. Ce que nous oyons,
loi-t-elle, si au lieu de dire l'oreille, je dis Louis, alors Louis de loi, ah oui. Mais pour peu que Louis appartienne à loi, ou plutôt que loi appartienne à Louis, alors Louis de loi de Louis, ah oui. Ah oui. Et qu'à oui, Louis de loi de Louis. Et là oui ce que tout toi. Et quoi tout toi? Tout toi, ouah, mon chien, quand il aboie le soir au fond des bois. Tout toi, ouah, ouah, c'est ce qu'elle loi. Ventriloque. Au passé, ça fait jouir. Oui. Non, faut peut-être pas exagérer quand même. On ne sait jamais qui a raison ou qui a tort. C'est difficile d'en juger. Moi, j'ai longtemps donné raison à tout le monde. Jusqu'au jour où je me suis aperçue que la plupart des gens à qui je donnais raison avaient tort. Donc j'avais raison. Par conséquent, j'avais tort. Tort de donner raison à des gens qui avaient le tort de croire qu'ils avaient raison. C'est-à-dire que moi, qui n'avais pas tort, je n'avais aucune raison de ne pas donner tort à des gens qui prétendaient avoir raison alors qu'ils avaient tort. J'ai raison, non? Parce qu'ils avaient tort. Et sans raison encore. J'insiste. Il arrive que j'ai tort. Mais quand j'ai tort, j'ai bien raison. Que je ne donne pas, ce serait reconnaître mes torts. J'ai raison, non? Remarquez, il m'arrive aussi de donner raison à des gens qui ont raison aussi. Mais là encore, c'est un tort. C'est comme si je donnais tort à des gens qui ont tort. Il n'y a pas de raison. En résumé, on a toujours tort d'essayer d'avoir raison devant des gens qui ont toutes les raisons de croire qu'ils ont tort. J'avais dit, pendant les vacances, je ne fais rien! Je ne vais rien faire! Je savais pas où aller. Je savais pas quoi faire. Je savais pas où aller. Et puis je me suis dit, je vais aller à Caen. Et puis quand ça tombait bien. Parce que j'avais rien à y faire. Je boucle la valise, je vais prendre le car et je demande à l'employé. Pour quand? Quelle heure? Pour où? Pour quand? Comment voulez-vous que je vous dise quand si je ne sais pas où? Je viens de vous dire quand. Oui, mais vous ne m'avez pas dit où. Madame, je vous demande une minute d'attention. Je souhaiterais connaître les horaires de cars qui partent à Caen. Caen, dans le Calvados!
raté. Et le prochain? Il part à 7. Ah, il va à Caen? Non, il va à 7. Mais moi, je veux pas aller à 7. Je voudrais aller à Caen. Mais d'abord, qu'est-ce que vous allez faire à Caen? Rien. Oh, je vais rien faire. Eh bien, si vous n'avez rien à faire à Caen, allez à 7. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'aille faire à 7? Rien. Oh, bah d'accord, s'il n'y a rien à faire. Bon. Pour 7, il part à combien? Il part à 19, mais avec le chauffeur, ça fait 20. Mais il est 20. Ah, alors vous l'avez encore raté. Il est trop tard. Hein. Pour 7, oui. Mais si vous voulez aller à 3, il reste une place dans la voiture. Mais non, qu'est-ce que vous voulez que j'aille faire à 3? Prendre le car. Pour où? Pour Caen. Comment voulez-vous que je vous dise quand si je ne sais pas où? Comment? Vous ne savez pas où est Caen? Mais si, je sais où est Caen. Ça fait une demi-heure que je vous dis que c'est dans le Calvados, que c'est là que je voudrais passer mes vacances à ne rien faire. Ah, ne criez pas. Ne criez pas, on va s'occuper de vous. Il a téléphoné au dépôt. Mon vieux, à 22, le cœur était là. Les flics m'ont embarqué à 3. Et j'ai passé la nuit, et c'est là où j'ai passé la nuit au car. Et voilà mes vacances. Depuis quelque temps, mon chien m'inquiète. Il se prend pour un être humain et j'arrive pas à l'en dissuader. Non pas que je le prenne pour plus bête qu'il n'est, mais enfin, de là à se prendre pour quelqu'un, c'est un peu abusif. Est-ce que je me prends pour un chien, moi? Quoique. Dernièrement, il m'est arrivé une histoire un peu troublante qui m'a mis la puce à l'oreille. Je me promenais, je tenais mon chien en laisse et j'ai croisé une dame avec sa petite fille. Et la dame a dit à sa petite fille, va caresser le chien. Alors la petite fille est arrivée. Puis elle a commencé à me caresser la main. Alors, je fais signe. Je voulais, pour lui montrer qu'il y avait erreur sur la personne, que le chien c'était l'autre. Mais non, elle a continué à me caresser. Et la dame a dit, tu vois, il n'est pas méchant. Et mon chien, qui ne peut jamais le temps de se taire, a même ajouté, il ne lui manque que la parole, madame. Ça vous étonne? Moi, ce qui m'a le plus étonné, c'est pas que la petite fille et la dame m'aient pris pour un chien, ça tout le monde peut se tromper, mais qu'elle n'ait pas été plus surprise que ça en entendant mon chien parler. Alors là, les gens s'étonnent de rien. Moi, je peux vous dire, la première fois que j'ai entendu parler mon chien, j'ai quand même été surpris. Je me souviens, c'était un soir, j'étais allongée sur le tapis, je somnolais, j'étais pas très bon poil. Mon chien, lui, était dans mon fauteuil, il regardait la télé. Il n'avait pas l'air dans son assiette non plus. Ça, je l'ai vu tout de suite, hein, parce que pour ça, j'ai du flair. Forcément, quand on est avec un chien, je sens le chien, quoi. Et tout d'un coup, mon chien a dit,
temps en temps. J'ai pas réagi, j'ai pas réalisé, et je lui ai dit, mais c'est la première fois que tu me parles sur ce ton. Alors il m'a dit, eh ben oui, eh ben maintenant, c'est comme ça. Alors, je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit, ta soupe est pas bonne. Bah, je lui ai dit, bah t'as pas été non plus. Et là, j'ai réalisé que je parlais à un chien. Alors je lui ai dit, mais de toute façon, je sais pas pourquoi je te parle, on parle pas à un chien. T'es qu'une bête, un chien qui parle. Est-ce que j'aboie, moi? Quoi? Dernièrement, un jour, mon chien était sorti sans me prévenir. C'était au bus. Moi, j'étais restée pour garder la maison. Et tout à coup, on a sonné à la porte. Et alors là, je ne sais pas ce qu'il m'a pris. Au lieu de me lever et d'aller ouvrir, je me suis mis à aboyer. Mais à aboyer! Le drame, c'est que mon chien, qui était derrière la porte, parce que c'était lui qui avait sonné, il avait tout entendu. Depuis, j'en suis plus le maître. Avant, je lui lançais la balle, il me la rapportait. Maintenant, non seulement il la rapporte plus, mais c'est lui qui la lance. Et quand je vais pas assez vite, qu'est-ce que je prends? Je suis devenue sa bête noire. Mon chien, c'est quelqu'un. Vous n'avez pas vu ma femme? J'ai perdu ma femme. Je l'ai perdue une fois de plus. 100 fois je l'ai perdue. 100 fois je l'ai retrouvée. Il y a un destin. Il y en a qui perdent leur femme du premier coup. Et c'est pour toujours. C'est pour la vie, c'est définitif. Moi, à chaque fois, il faut que je recommence. Rien qu'ici, je l'ai perdue 10 fois. Et 10 fois, je l'ai retrouvée. Il n'y a aucune raison pour que la 11e soit la bonne. La première fois que j'ai perdu ma femme, je l'ai perdue par inadvertance. Et je l'ai retrouvée par hasard. La deuxième fois, je l'ai perdue par hasard. Et je l'ai retrouvée par inadvertance. La troisième, je ne l'ai perdue ni par inadvertance, ni par hasard. Et je l'ai retrouvée par erreur. Alors ce jour-là, ma femme me dit quel plaisir peux-tu prendre à me perdre? Je lui dis aucun. Mais quand je te retrouve, quelle joie! Elle me dit chaque fois que tu me perds, que tu me cherches, j'ai toujours peur que tu en retrouves une autre. Je l'ai rassurée. Mais non, il n'y a que toi que j'aime retrouver. Depuis on ne se quitte plus. On se perd. Et plus on se perd, plus on se rapproche. À tel point que si je reste quelques jours sans la perdre, elle me manque. C'est que de son côté, c'est réciproque. Ah, parfois, elle me dit tu ne m'aimes plus. Je lui dis pourquoi tu dis cela? Elle me dit parce que ces derniers temps, tu ne cherches pas à me retrouver. Je lui dis
Mais si. Mais c'est qu'en ce moment, je n'ai pas trop la tête à te chercher. Cet été, je l'ai emmené au bord de mer, dans un petit coin perdu. Favorable. Et j'ai passé toutes mes vacances à la chercher. Dès que je l'avais trouvée, je la perdais et je la recherchais. Dans ma hâte, il m'arrivait même de la chercher sans l'avoir perdue. Et de l'avoir trouvée sans même l'avoir cherchée. On a passé de beaux moments ensemble. Le dernier jour, je lui ai fait une fleur et je l'ai perdue en mer. Corps et bien. Et je l'ai retrouvée, saine et sauve, à terre. Oh, pourtant, j'étais sûr d'avoir crié « Un homme à la mer !» Mais les sauveteurs, ils n'écoutent que leur courage, ils plongent. Ils ont ramené une femme. Bon, je n'ai rien dit, c'était la mienne. Mais tout de même... Tout de même... J'étais content. C'est vrai, hein? Je l'ai épousée pour le meilleur et pour le pire. Et chaque fois que je la perds pour le pire, je la retrouve pour le meilleur. Cent fois j'ai perdu madame. La première fois, je l'ai perdue par inadvertance et je la trouvais par hasard. La deuxième fois, je l'ai perdue par hasard et je l'ai retrouvée par inadvertance. Mais à chaque fois que je la perds, je suis toujours content de la retrouver. Mais la dernière fois, contrairement à ce qu'il vient d'être dit, c'était pas une erreur. Pensez bien en ce que vous avez à faire. Hein? C'est-à-dire, en fait, ne pensez à rien. Et il avait ajouté, et surtout, hein, ne le dites pas. Et moi, je lui avais donné ma parole de mime que je ne dirais rien. Je suis entrée sur scène et j'ai commencé à ne rien faire. Rien dire. Ça n'a l'air de rien, mais il faut le faire, il ne suffit pas de le dire. Et, paradoxalement, plus je ne faisais rien, plus les gens dans la salle disaient « Qu'est-ce qu'il fait ?» Parce que le public, lui, il n'est pas fou, il voyait bien que je faisais quelque chose. Mais comme c'était rien, il se demandait ce que j'étais venu faire. Eux, par contre, voyaient bien que je ne faisais rien. Et que je le faisais bien. Mais ils s'attendaient à plus. Et moi qui déjà ne faisais rien, je ne pouvais pas faire moins. Alors, au bout d'un moment, dans la salle, les gens qui ne voyaient rien ont commencé à trouver à redire. Ils pourraient au moins avoir un geste, faire un bon mouvement. Ce que voyons, j'ai fait le seul geste que peut se permettre quelqu'un qui n'a rien à faire sans que l'on puisse dire « il en fait trop ». J'ai fait
Les gens, qu'est-ce qu'il a dit? Alors là, j'ai rompu le silence. Mais je n'ai rien dit. Oh, qu'est-ce que j'avais dit là? Le directeur, rideau, non seulement je paye un mime à ne rien faire, hein, elle ne le fait pas. Mais en plus, elle ne tient pas sa parole. Hein. Il parle. Il a ajouté, on est étonné, hein, vous n'êtes même pas bon à rien. Le lendemain, dans la presse, quand on lit les critiques, eh bien, comme je n'avais rien fait, ils n'ont rien dit. Mais en bien. Bonjour mon cher, je suis heureuse de vous voir. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Voilà. Je voudrais que vous m'écriviez un spectacle comique. Les gens ont besoin de rire. Vous avez des idées, vous allez m'écrire ça rapidement. C'est que... Ben, vous avez bien un sujet. Oui, mais en ce moment, C'est bien quoi? je n'ai pas l'esprit à la... La rigolade? C'est ça. Vous avez des ennuis? Plutôt, oui. Ah! Eh bien, vous allez me les raconter. C'était pas drôle. Oh! Dites par vous, mon cher, mais ce sera désopilant. J'en doute. Allez, racontez! Racontez! Tout me tombe dessus. Eh ben voilà! Mais c'est bon ça comme départ! Ah non, mais si je vous le disais, vous n'allez pas me croire. Ah mais je vous crois! Je vous crois! C'est déjà drôle. Ben, moi, ça ne me fait pas rire. Oh bah alors là, si ça fait rire les autres. Ah oui, vous croyez que... Mais vous manquez de confiance en vous, mon vieux! Alors, qu'est-ce qui vous a? Il y a quelque temps, je me suis fait voler mon portefeuille. Oh bah alors ça peut arriver qu'à vous alors. Avec tout mon argent. Sensationnel. Et quand je dis mon argent, ce n'était même pas le mien. Terrible. Je devais en rendre la moitié à un copain. La tête du copain. Et l'autre moitié à mon percepteur. Oh, le percepteur. C'est la tête du percepteur qui vous fait... Non, c'est la vôtre. Ah oui. On est venu saisir les meubles. Ah là, il y a une belle scène à faire. On est venu saisir les meubles. Ma femme. Oh, mais j'ai quelqu'un pour le rôle de la femme. Oui. Oh, une petite pépé. Alors, votre femme? Elle est partie. Sans blague. Mais c'est sérieux. Oh, mais vous avez dit ça sur un ton. Mais c'est sérieux. Oh, mais plus c'est sérieux, mais plus c'est drôle. Alors, elle est partie. Mais oui. Avec qui? Avec le copain à qui je devais de l'argent. Oh, il a tenté. Oh, c'est un coup dur, hein. Oh, mais c'est un coup de théâtre. Et ensuite? C'est tout. Ah bah ça suffit pas. Comment ça suffit pas? Ah non, il faut avoir le courage d'aller plus loin. Qu'est-ce que vous entendez par aller plus loin? Jusqu'à la misère noire. La misère, ça fait toujours. Mais je suis dans une misère noire. Alors, il faut trouver la chute. Oh bah là, je suis sur le bord, vous savez. Oh, mais vous allez trouver, vous tenez le bon bout. Mais je vous fais confiance. Allez, au travail. Dites, est-ce que vous ne pourriez pas me verser un petit acompte? Hein? Mais pourquoi faire? Je ne
vous cacherez pas que ça m'enlèverait une épine du pied. Oh, mais il faut pas. Gardez vos épines, mon vieux. Plus vous aurez d'épines, et plus ce sera drôle. C'est ça? Je m'en fais une couronne. Oh, si vous pouvez, alors là, c'est la joie. Je me la mettrai sur la tête, Oh, excellent. comme un chapeau. Oh, c'est bon, ça, c'est bon. Chaque fois qu'on me saluerait, je me saluerais à mon Oh, tour. mais oui. Oh, ça me soulagerait la tête, mais comme ça me piquerait les mains très vite, je la remettrais sur la tête. Ah, Mais pour vous soulager la tête. je vous saluerais, Et quand vous vous piqueriez les mains. je la remettrais. Oh, burlesque. Aussi bien que je donnerais l'impression de saluer tout le monde. Arrêtez. Oh, les gens diraient, mais qu'est-ce qu'il est poli, cet homme. Sans compter les épines que vous avez dans le pied. Oui, aïe, 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 Madame la directrice, madame la... Oh mais ça y est. Oh mais je l'ai trouvé ma chute là. Oh je le tiens mon sujet. Oh je le tiens mon sujet. Aïe, aïe, Hier soir, dans la salle, à chaque fois que j'avais terminé de raconter une histoire, il y a un spectateur qui me disait « Et alors ?» J'étais obligé de continuer, d'improviser. Et à chaque fois que j'avais terminé, il disait « Et alors ?» Alors j'inventais une histoire surréaliste. Surréaliste, mesdames et messieurs. Un soir, il y a un monsieur qui vient me voir dans ma loge, accompagné de son petit garçon. Il me dit « Monsieur, pour retenir toutes vos histoires, vous devez avoir une mémoire prodigieuse. » Je lui dis « Non, j'ai des poches sous les yeux. J'y glisse mes textes. Ainsi, j'ai toujours mes textes sous les yeux. Si bien que, lorsqu'un mot me manque ou que j'ai un trou de mémoire, je fais ça. Et je lis dans le texte. Et là, le monsieur me dit « C'est comme moi, je ne perds jamais mes lectures de vue. Tenez, regardez. » Il retourne les poches qu'il avait sous les yeux. Elles étaient pleines de bouquins. Je lui dis, ce sont des livres de poche que vous avez là? Il me dit, non, des dictionnaires. Dans la poche droite, j'ai le petit Larousse illustré, dans la gauche, le grand Larousse encyclopédique. Je lui dis, bah ça se voit, vous n'avez pas les deux yeux du même volume. Je lui dis, mais vous n'avez pas les Robert? Il me dit, oh non, les Robert, c'est ma femme qui les porte. Je lui dis, ah, elle aussi, elle a des poches sous les yeux. Il m'a dit, oh non, elles ne sont pas des poches, vous pensez, c'est beaucoup plus grand que ça, beaucoup plus volumineux. Elles se sont, comment on appelle ça, je cherche mes mots. Des valises. Dans la valise droite, elle a le petit Robert et dans la gauche, le grand Robert. Je lui dis, et ça rentre? Il me dit, en forçant un peu, oui. Je lui ai dit, insiste, ce que vous ne trouvez pas dans vos Larousse, les cherchez dans ces Robert. Et vice-versa. Et là, le gosse a explosé. Dites donc, vos surréalités, vos inepties, c'est fini, oui? Non, mais quoi? Des poches sous les yeux passent encore, mais des Larousse dans les poches. Et des Robert dans les valises. Vous ne trouvez pas que c'est un peu gros, non? Si je vous disais, moi, que ma petite sœur a des pochettes surprises sous les yeux, qu'elle y fourre ses chocolats glacés, et que comme elle ne veut pas grossir, elle se contente de les manger des yeux. Et que quand ces chocolats glacés fondent, c'est en larmes. Là, le père a dit, c'est surréaliste ce que dit mon fils. Je lui ai dit, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que votre gosse, il n'a pas la langue dans sa poche. Il me dit, si, justement, monsieur,
Seulement, il ne veut pas admettre l'évidence. Il dit à son gosse, montre un peu au monsieur ce que tu as dans la poche de ton œil. Montre un peu. Et là, le gosse m'a fait, tiens. Et j'ai surréalisé qu'il me tirait la langue. Et à ce moment-là, le spectateur dans la salle. Et alors? Alors, quand il a fermé l'œil, il s'est mordu la langue. C'est un brave type qui a un tic, qui a un ticket gros comme ça, avec la tic, avec la tic, avec la tic crinière en bas. Elle a des tics, elle a des tics, elle a des tics camembert bien fait. Et puis un tic corsage enfui à souhait. Tic, 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 avec crémière, beurré, ratata. T'as mis son cœur en radin. Beurré, ratata. Amsterdam. À ce brave type, elle donne des tics conseils utiles pour faire des tics, pour faire des tics, cuisine facile. Il fait des tics, et des tics commentaires passage, rapport au tic contour de son corsage. Tic, belle crémière, beurré, ratatam, t'as mis son cœur en radin, beurré, ratatam, Amsterdam. Comme ce brave tic connaît un tic fait très bien, lui offre un tic café afin de lui faire des tics câlins dans le cou, ça lui fait tricoter des genoux. Tic, belle crémière, beurré, ratatam, t'as mis son cœur en radin, beurré, ratatam, Amsterdam. Maintenant, je braque, c'est lui le tic craignait heureux, qui tient le tic comptoir des yeux, dévore les tics, clients des yeux, et mettre son tic, fait son tic, commerce amoureux. Tic, belle crémière, beurré, ratatam, t'as mis son cœur en radin, beurré, ratatam, Amsterdam. Sur une mer imaginaire, loin de la rive, l'artiste en quête d'absolu joue les naufragés volontaires. Et il est là, debout sur une planche qui oscille sur la mer. La mer est houleuse et la planche est pourrie. Il monte de chavirer à chaque instant. Il est vert de peur et il crie. C'est merveilleux! C'est le plus beau métier du monde! Et pour se rassurer, il chante. Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau, ont-ils des jambes? Non, mon gros bétail. Et plouf, il tombe à l'eau. Il est confronté à la dure réalité de la fiction. Lui qui se voyait déjà en haut de l'affiche, se voit déjà en bas de la liste de ses chers disparus. Et il crie un homme à la mer. Et quand l'homme c'est lui, et que lui c'est un artiste, et qu'il exerce le plus beau métier du monde, il crie. Et le spectacle continue. Il remonte sur sa planche pourrie, et il poursuit sa quête de l'absolu. Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau ont-ils des jambes? Et plouf, il retombe à l'eau. Et il est ballotté comme une bouteille à la mer dans laquelle il y a un message de détresse. Il a envie de crier « Une bouteille à la mer !» Mais comme la bouteille c'est lui, et que lui c'est un artiste, et qu'il exerce le plus beau métier du monde, il crie. L'eau est bonne, un peu fraîche, mais bonne. Il monte sur sa planche pourrie. Il a complètement perdu le nord. Il se croit sur la mer du même nom, la mer du Nord. Alors il fait la Manche. Toujours la quête de l'absolu. Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau ont-ils des jambes? Il retombe à l'eau. Le public, qui était jusque-là resté tranquillement sur la rive, commence à se demander si l'artiste ne les mène pas en bateau. Il dit
qu'il se noie? L'artiste s'aperçoit soudain que la planche sur laquelle il est monté pour la énième fois donne de la gîte vers tribord. C'est-à-dire qu'elle penche du côté où il va tomber. Il a envie de crier les femmes et les enfants d'abord. Mais comme il est tout seul, il crie « Je suis le maître à bord !» Il ajouterait bien « Après Dieu !» Et comme Dieu dans l'imaginaire ne risque pas de le rencontrer. Pour Dieu, l'imaginaire, c'est une vue de l'esprit. La fiction, ça le dépasse. L'artiste sait qu'il n'a rien à attendre du ciel. Alors, au lieu de crier Dieu, il crie Oh, à la mer. Et tandis que sa planche qui fait haut de toutes parts s'enfonce dans les eaux, il n'a qu'une pensée. Sauver la recette. Il fait une annonce publicitaire. Mesdames et messieurs, la planche pourrie sur laquelle j'ai eu l'honneur de sombrer devant vous ce soir pour la dernière fois était sponsorisée par le ministère de la Culture. Et il coule avec la subvention. Il disparaît dans les flots et réapparaît aussi sec. Il a de l'eau jusqu'à la ceinture. Ses deux pieds touchent le fond de la mer. Alors le public, il s'est noyé dans un verre d'eau. À l'évidence, la mer imaginaire sur laquelle l'artiste était embarqué imprudemment est à la hauteur de son imagination. Elle manque de profondeur. C'est une mer à marée basse. Une mer de bas-fond. Une mer indigne d'un naufrage. Alors l'artiste, pour ne pas sombrer dans le ridicule, il fait la planche. La planche pourrie. Il a envie de crier une planche à la mer. Mais comme lui c'est un artiste et qu'il exerce le plus beau métier du monde, il crie « Je suis le radeau de la Méduse à moi tout seul. Et il se pourrait que cette fois-ci, il n'y ait pas de survivants. » Et le public, imperméable jusque-là, se dit oh, c'est un spectacle. Pas de survivants. Cela promet une fin heureuse. Alors Jacques a crié bis. Il crie terre, terre. Et c'est le miracle. Devant le public médusé, l'artiste transfiguré regagne la rive en marchant sur les flots Et il se noie dans la foule. Son